Nous avons voulu cette semaine donner la parole à une minorité agréable et intéressante, les poulpistes. Monsieur Corusier. Bonjour madame. Monsieur Corusier, vous êtes depuis 1975 président des poulpistes de France. 76 précisément. Oui. Et alors, quel est le but de votre association? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'APF, c'est-à-dire l'Association des poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut les Françaises et les Français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête. Voilà. Et comment devient-on poulpiste? Excellente question. On devient poulpiste par besoin d'identité, par besoin de se reconnaître soi-même, par besoin de se reconnaître pour lutter contre cette société robotisée. C'est cela le mot, on est poulpiste par besoin de se reconnaître. Et alors, en dehors de ce facteur de reconnaissance, quels sont les autres avantages du poulpisme? C'est une excellente question. Ils sont vraiment multiples. Voyez-vous, par exemple, l'été, le poulpe est frais et très agréable à porter. En revanche, l'hiver, il constitue un rempart très très efficace contre toutes les intempéries, le froid, la neige, etc. Et puis par ailleurs, grâce à sa gluance naturelle, le poulpe retient les pellicules disgracieuses dont la prolifération sauvage pourrait nuire, par exemple, au développement d'une idylle. Voilà, je dis. Oui, mais on dit aussi que le poulpisme a des effets bénéfiques sur la santé, alors qu'en est-il exactement? C'est une excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée. C'est tout à fait exact. Vous faites allusion, j'imagine, à l'action analgésique du poulpisme en cas de céphalée. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, si parmi les gens qui nous regardent ce soir, certains souffrent de maux de tête ou de migraines diverses, qu'ils fassent l'expérience suivante. Alors, vous mettez un poulpe sur la tête et vous absorbez, vous avalez 2 aspirines et vous verrez le résultat est tout à fait stupéfiant. Alors que si vous faites le contraire, le résultat est nul. Et puis alors, enfin, le poulpisme constitue un excellent remède facile contre le bruit, vous voyez. Voilà. Ah, c'est ma femme Françoise qui est vice-présidente des poulpistes de France. Bonjour, enchantée. Et alors, vous aussi, madame, vous êtes poulpiste depuis toujours? Oh là là, non. Vous allez rire, mais jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais végétarienne. Authentique. Puis j'ai rencontré Georges, l'un des pionniers du poulpisme. Et il vous a converti? Non, il m'a toujours laissé libre de mes opinions. Seulement lorsque nous allions au cinéma ou bien au restaurant ou simplement quand nous étions invités chez des amis, j'avais l'impression qu'il était un peu triste d'être le seul à porter un poulpe sur la tête. Et puis l'idée que le jour du mariage, je puisse arriver tête nue, je crois qu'il avait un petit peu honte de moi, alors j'ai cédé. Et vous ne le regrettez pas? C'est une excellente question, je vous remercie de la lui avoir posée. Je vais vous dire, je ne pourrais même pas supporter l'idée que je puisse vivre sans un poulpe sur la tête. Mais quelle explication donnez-vous à cela? Mais c'est un animal très affectueux, on s'y attache terriblement. Très affectueux et très obéissant. Regardez. Sultan, pas bouger. Ah oui, non, c'est impressionnant. Voilà. J'ai mérité. Doucement, Sultan, doucement. Voilà. C'est adorable. Des animaux doux, une association paisible, et pourtant les poulpistes dérangent puisqu'on continue à leur refuser l'entrée des plages. Alors à ce propos, écoutons ce qu'a à dire la présidente des non-poulpistes de France. Nous disons que le spectacle de ces personnes qui se promènent sur nos plages, le poulpe à l'air, est un spectacle révoltant pour nos enfants et même pour les adultes. En conséquence de quoi, nous demandons aux municipalités du littoral de France de bien vouloir nous montrer ce qu'elles ont dans leurs pantalons en leur interdisant les bords de mer. Vous comprenez pourquoi, devant cette intolérance qui frise l'apartheid, nous demandons quoi? Nous demandons instamment au pouvoir public de nous réserver des espaces où nous pourrons enfin nous ébattre et poulper librement. Parce que c'est un droit et parce que nous l'exigeons. Salomé! Oh mon Dieu! C'est un excellent poulpe. Je vous remercie de me l'avoir posé. Eh bien, nous espérons que votre appel sera entendu. Merci. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'une autre minorité agréable et intéressante, les rhinocérocistes. À la semaine prochaine. Bonsoir. Et maintenant, Jocelyne et son équipe ont testé pour vous
J'ai testé pour vous la nouvelle bouillabaisse survolée. C'est bon. C'est bon, mais il vaut mieux la dégeler avant de la manger. J'ai testé pour vous le premier rasoir jetable avant usage. Moi, je veux bien. J'ai testé pour vous le lion du zoo de Vincennes. C'est un mâle. Eh bien oui, Christian, ici Jean-Jacques Flatoulet qui vous parle en direct de Bruxelles. Je me trouve précisément devant le Palais de l'Europe, où nous attendons tous sous une petite pluie fine mais pénétrante la sortie des ministres du marché commun agricole qui sont réunis tous ici depuis maintenant 3 jours, vous le savez, pour tenter ensemble de sortir l'Europe agricole de l'impasse dans laquelle elle se trouve actuellement. Mais alors je vous parle, on me fait signe que l'un des délégués, oui je crois que c'est l'un des délégués du marché commun agricole qui va sortir, oui c'est même le délégué français, c'est le délégué français, c'est monsieur Collamont-Collard qui sort maintenant, qui se présente sur le perron du marché, le ministre. Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, les micros c'est là, c'est... Non, parce que d'habitude c'est... Je fais le... Non. Bon, mesdames, messieurs, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des 6... 9. Oui, 9. 9, oui. Attendez, c'est très simple, récapitulons. Il y avait là Roberto, Hans, Karsten, Bill, ça fait 4, oui. John, Ronnie, ça fait 6. Otto et moi, ça fait 9. Bon, voilà. Alors, un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des 9. Déjeuner de travail qui a duré plus de 5h30 et qui est d'ailleurs un des plus réussis que nous ayons fait depuis 6 ans. Eh bien, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que tous les problèmes de l'Europe, qu'ils soient alimentaires, agricoles, vinicoles ou encore ceux du vin, sans oublier ceux des liqueurs et de ceux qu'on nomme à tort le pinard, ont été abordés. Et je tiens à redire à tous ces pessimistes qui voyaient l'Europe agonisante, voire morte, eh bien, je leur dis et leur redis qu'elle est repartie, l'Europe, comme en 40. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez abordé le problème de laitage hollandais? Non, moins fort, s'il vous plaît. Moins fort et articulez bien, parce que... Est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais? Oui. Oui, ça, ils ont été évoqués durant ce déjeuner de travail. Et je crois que cette fois, monsieur Van Outerbeek a compris. La mimolette ne passera pas! Parce que moi, j'ai repris 4 fois du camembert en le mâchant avec du beurre breton. Et ça ne nous a pas impressionné, outre mesure, que monsieur Van Outerbeek, pour se venger, ait bu avec le ministre danois 2 bouteilles de schnapps, car la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et moi-même avons immédiatement répliqué en vidant 9 bouteilles de pommard, rétablissant ainsi l'équilibre vital au sein de la communauté. Monsieur le ministre, le problème des hormones dans la volaille anglaise. Le problème des hormones dans la volaille anglaise. Oui, c'est là. Écoutez, alors ça, je ne peux pas vous dire parce que personne n'en a pris. Hein. Lorsque le poulet au porridge est arrivé, là, tout le monde a... Rien que la sauce, déjà, ça avait l'air pire que les hormones. Il n'y a que le ministre allemand qui a eu le courage de prendre une cuisse. Oui, qui... Et il a dit quelque chose, monsieur le ministre, après? Non, très sincèrement, il s'est contenté de recracher en proposant que la Grande-Bretagne soit exclue du marché commun. Monsieur le ministre, avez-vous abordé les problèmes de limites de pêche? De qui? Les limites de la pêche. Pour qui? Pour la langoustine, monsieur le ministre. Pourquoi? Langoustine.
Comme les petits crabes. Non, c'est pas vraiment des crabes. C'est comme parce un que petit écran des c'est- mer c'est- avec des mettez-vous météos. d'accord. Non, Avec la c'est des petites mayonnaise. langoustes. C'est rose, ça dépeint. Oui. Avec... Écoutez, non, ça, il n'y en avait pas au menu, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Et la viande? Ah, écoutez, alors ça, je tiens à le répéter encore une fois, j'espère que ce sera la dernière. Il n'y a aucun problème de viande dans le marché commun. Écoutez, lorsqu'on mange avec un bon appétit et un bon Côte du Rhône, qui peut me dire la différence qu'il y a entre un mouton anglais, une vache allemande ou un porc italien, qui, sinon ceux qui veulent casser l'Europe, en jouant la carte de la différence. Écoutez, nous étions là 9 ministres, et je vous rappelle que nous sommes des ministres spécialistes. Nous étions là 9 ministres. Eh bien, nous avons dégusté les viandes. Aucun de nous n'a pu dire ni de quel pays, ni de quel animal cette viande provenait. Et tout ça pourquoi? Parce que nous voulons une Europe égale pour tous, même pour les animaux. Et pour les animaux aussi. Voilà. Ah, voilà. À part ça, une très bonne proposition du ministre luxembourgeois. qui s'est tellement régalé avec le curry d'agneau qu'il a proposé que... Il a proposé que l'Inde entre dans le marché commun. Ce à quoi nous avons tous dit d'accord. À il n'y a pas longtemps, à condition que l'on supprime les crédits pour la culture des choux de Bruxelles qu'on a tous trouvés, mais qu'on a mangé quand même, eu égard et par politesse et de politesse et déférence dans la ville dans laquelle on se trouve, à Bruxelles. À Bruxelles, voilà. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, il est maintenant au moins 20h30 et je crois que je vais devoir vous quitter car nous avons ce soir un dîner de travail très important car je vous rappelle que le très grave problème du coupage des vins italiens et français n'a pas encore été résolu. Cela risque de nous emmener très tard dans la nuit. On y passera le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Monsieur le ministre, pensez-vous que quelle va être la réaction de la Suisse si vous faites entrer l'Inde dans le marché commun? Est-ce que vous ne craignez pas que la Suisse, après ce qui s'est passé aux accords d'Évian, elle ne puisse pas... Pour qui? Il n'y a pas de... C'est le micro, c'est là-bas. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que les réactions de l'Inde, si jamais, au cas où l'Inde rentrerait vraiment dans le marché commun, pensez-vous que la réaction de la Suisse sera xénophobe, comme d'habitude, ou plus que... Mesdames, Messieurs, après un déjeuner de travail extrêmement positif, un déjeuner de travail qui a duré plus de 5h30, et d'ailleurs un des plus réussis que nous ayons fait depuis 6 ans, eh bien, je suis en mesure de vous dire, je l'ai dit déjà, non? Non, non. Oui? Oui. Non. Que tous les problèmes de l'Europe, qu'ils soient alimentaires, vinicoles, ou même ceux du vin, ou encore l'épinard, ce qu'on m'a dit. Les épinards? Non, l'épinard. Et pensez-vous que la Suisse réagira bien à l'entrée de l'Inde dans le marché commun? Pas du tout. Monsieur le ministre.
L'Inde est exclue Ils ont exclu l'Inde. L'Inde est virée. Oui, par qui? Par l'Inde, par Combien? Par combien? 2-0. 2-0. Je sais pas. Mais enfin, c'était très dur parce que à la mi-temps, il y avait un brouhaha. Non, parce que là, il s'est fait comme un carton rouge. C'était ils étaient de l'équipe de l'Inde. Bonsoir. Cette semaine, H comme hésitation. J'ai testé pour vous l'annuaire du Lot-et-Garonne. C'est une honte. J'ai testé pour vous les yaourts aux fruits sans colorant. Il y en a quand même un peu. Bonjour, je m'appelle Annette. J'ai 29 ans. Je ne sais pas conduire. Je ne fais pas très bien la cuisine. Je n'aime ni lire ni aller au cinéma. Alors attention, je suis une bombe de sexualité et de sensualité. Les deux mélangés. Je t'attends, toi, l'homme qui sera mon détonateur. Je ne demande même pas de photos. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Attention! Par là? Non! Là! Par là! Là! Oh! Les malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit. Fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Maman, n'es-tu venue que pour me tabasser? Aïe, 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 aïe! Au secours! Où qu'elle est? Elle est partie, la méchante, elle est partie par là, hein? Voici celle que Dieu, en sa juste colère, a voulu que je frappe alors qu'elle est à terre. Non, c'est pas elle, c'est la méchante! La méchante, elle est partie par là! Quoi? Vous frappez la fille alors que c'est la mère? Oh ciel! Oh quelle erreur! La rattraper, j'espère, puisque apparemment, elle est partie par là. Par là? Elle est partie par là. Par là. Par là. Bon, alors si je comprends bien, monsieur le duc de Saxe-Cobourg, pour vous, on peut carrément parler d'événement théâtral de la saison.
Absolument, cher ami. ouais. Et je crois que jamais Guignol n'a été aussi loin dans Atali. That was shit. Oh, cette adaptation de Le Grubier ressuscite Racine. Oh là là, je veux bien. Oui, ça, je veux bien. Mais enfin, puisqu'on parle du travail de Le Grubier, parlons-en. C'est quand même très confus tout ça. Un exemple, au troisième acte. Eh bien. Quand Jézabel sort par là. Vous vous souvenez, bon. Eh ben, moi j'ai entendu des gens dans la salle qui disaient qu'elle était partie par là, alors qu'elle est sortie là. D'ailleurs, moi-même, j'étais à un moment, je l'ai dit. J'ai dit, elle est sortie par là. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit ça. Je suis désolée, mais elle est sortie par là. Ah non, elle sortait là. Ah non, pas du tout, elle est sortie par là. Dans le troisième acte. Là, Jézabel, elle est partie par là. Non, Jézabel est Oui, sortie vraiment. par là. Il est mal par là. Mais je ne vous permets pas. C'est là, le Grubier, c'est là. Comment j'ai rien dit. Le prix Léon Morvisard, destiné à récompenser un admirateur de l'œuvre de Léon Morvisard, a été décerné, comme chaque année, à Léon Morvisard. Maison Lafitte. Émouvantes obsèques hier matin à Maison Lafitte de l'éleveur de chevaux Henri Perchine. Le corbillard était tiré par 3 pur sang caparaçonnés de crêpes noires. Premier le 12, Vistule 3, deuxième le 5, Placide du Manoir, troisième le 6, Hermione. Devant la menace d'un déclenchement désormais imminent de la Troisième Guerre mondiale, la traditionnelle foire aux jupons de Molinars-sur-la-Clope a été reportée au 16 août. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le Français Alain Chabot qui portait la traditionnelle flamme olympique. Il a été transporté dans un état désespéré à l'hôpital des Grands Brûlés. Météo, après dissipation des brumes matinales, le temps sera beau et chaud sur l'ensemble de Ricardo Montes et ses rythmes cubains. Chic, 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 aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, comment séparer deux vrais jumeaux? Il est très important de bien savoir séparer deux vrais jumeaux. Bien séparer deux vrais jumeaux, c'est la seule vraie différence entre l'homme et la bête. Il ne faut jamais inviter deux vrais jumeaux à un dîner mondain. Un seul suffira largement. De toute façon, comme ça, il mangera 2 fois moins. Et puis, il dira 2 fois moins de banalités que si on avait invité son frère, vu qu'ils sont rigoureusement identiques. J'ai ici 2 jumeaux. Dans un premier temps, nous allons vérifier qu'il s'agit de vrais jumeaux. 2 vrais jumeaux doivent évidemment se ressembler trait pour trait. Or, que voyons-nous? Nous voyons que parmi ces 2 jumeaux, l'un des 2 au moins, celui-ci, ne ressemble pas du tout à l'autre. C'est donc un faux jumeau. Je vous demanderai de retirer. Je suis un faux jumeau, la honte m'envahit. Voici maintenant un vrai jumeau. Et voici 2 vrais jumeaux. 2 vrais jumeaux dits monozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait inséparables. Nous sommes inséparables. Dans l'état actuel de la recherche, nous savons que si l'un des 2 vrais jumeaux subit une douleur physique, son frère ressentira exactement la même douleur et exactement au même moment. Il existe un moyen terrible de séparer 2 vrais jumeaux. Et je demanderai à Madame Janine Lecouly, qui habite 14 rue Nationale à Villeneuve-Saint-Georges, dans le 93, je crois, de bien vouloir cesser de touiller sa mayonnaise lorsque je m'exprime. C'est extrêmement perturbant, d'autant qu'il s'agit d'une expérience très difficile à réaliser. Merci, madame. Je disais donc qu'il existait un moyen très, très pénible pour séparer 2 vrais jumeaux. Mais regardez bien. Allô, oui? Oui, il est là. Quittez pas, je vous le passe.
Jean-Pierre, c'est pour vous. J'arrive. Je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir. Lors d'un prochain entretien, nous verrons ensemble comment séparer les blancs des jaunes. J'échangerais bien ma vie morne et plate contre un amour à l'épreuve du temps. J'échangerais bien la banalité qui m'entoure contre un amour vrai. J'échangerais bien ma solitude contre un bonheur à deux. Et j'échangerais bien aussi mon poste de radio contre une sacoche pour mon vélomoteur. Oui, c'est un transistor, un appareil à pile, mais on peut aussi le brancher sur le secteur là. Là, on peut le brancher sur le secteur. On peut le tenir comme ça. Lausanne. L'historien helvétique Pierre Lelevin est formel. David Croquette n'est pas mort devant Fort Alamo, comme on le croyait généralement, mais derrière. Ta gueule. C'est tout? Non, elle voudrait faire une grimace. Oui, je veux bien. Merci.